je veux dire, je pense qu'on a tous quand même une forme d'humanité. Si tu vois que, en fait, mon t-shirt, il est fait par un enfant de l'autre côté de la planète. Notre mission, on va dire, c'est démocratiser la pratique de l'upcycling. J'ai un avis assez tranché sur nos modes de consommation actuellement. Et c'est des leçons, pas forcément, tu vois, je dis, pas forcément en mode hyper méchant ou quoi, vraiment pas. Je pense que c'est comme, tu vois, ça c'est entre guillemets, je pense, de la misogynie ou même du racisme intériorisé et les gens ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire que nous, on avait des personnes qui venaient nous voir et nous disaient, mais c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire, vous devez faire comme ci, de faire comme ça. Et tu leur demandes, mais toi, t'as monté une boîte dans la mode? Absolument pas, tu vois. Je suis là. Oui, c'est un peu un regard paternaliste. Exactement. De jeunes femmes qui font un projet. Et puis c'est beaucoup tu vois, vraiment c'est infantilisant, tu vois, énormément infantilisant. Et du coup, moi je supporte pas ce genre de choses, vraiment naturellement, je supporte pas ce genre de choses. Et du coup, je me sentais, mais genre. Rabaissé, même en fait quand tu discutes avec les personnes, on n'est plus du tout sur le même pied d'égalité, tu vois. Ouais, on est sur il y a un rapport de force qui est imposé. Et encore une fois, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais il y a un rapport de force qui est imposé. Et du coup, quand tu discutes avec quelqu'un ou tu négocies quelque chose et qu'il y a un rapport de force imposé, tu peux rien faire. Ouais, sincèrement, c'est complètement déséquilibré, ça sert à rien de discuter. Donc du coup, nous, on a eu beaucoup ça au début et en fait, je comprenais pas vraiment ce truc-là, mais on a eu beaucoup de fois ce côté un peu infantilisant, etc. Après, nous, chez Rissap, on a toujours été très focus sur nous, la marque. Et en fait, on n'a pas eu énormément non plus de mentors ou plein de gens qui ont gravité autour de nous, mais on a toujours été très focus nous, et puis du coup on a essayé de grandir comme ça malgré tout ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses aussi, typiquement je pense que si on avait eu un mec par exemple avec nous, on aurait eu accès plus facilement à du financement. Ouais. Et sincèrement, je vous dis ça, avant je me disais mais n'importe quoi. Mais c'est les chiffres. Ouais. C'est les chiffres, c'est hyper vrai. Les hommes lèvent plus facilement des fonds, etc. C'est puissant. Après, sur la condition de femme noire, là, c'est encore plus subtil parce qu'en fait, je pense que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'avoir des actions, on va dire, qui peuvent être... Il faut que je fasse attention aux mots choisis, tu vois, mais qui peuvent être associés en fait à une forme de racisme intériorisé, ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes, tu vois. Et moi, si je fais une remarque, on va dire, ils se victimisent, ils voient le mal partout. Ouais. Mais typiquement, des petits trucs, c'est par exemple si on est à un événement, qu'il va y avoir un photographe à prendre des photos, il y aura 2 fois moins de photos de moi que des autres. Ok, et en fait, c'est des petits trucs, tu vois. Et moi, en fait, je le vois parce que genre, je me dis... ça me marque, tu vois, je le vois, mais du coup je me dis mais attends, c'est quand même bizarre cette histoire. Ou même tu vois genre des passages qui peuvent être écourtés, tu vois. Et c'est rien, tu vois, c'est rien. C'est pas remarquable, mais si tu fais la remarque, on va dire ah mais t'exagères. Ouais. Vous voyez ? Mais en fait c'est pas une fois, tu vois, c'est que c'est tout le temps, c'est répété. Je comprends, tu vois. Et même dans le champ, il y a pas énormément d'entrepreneurs femmes racisées. Tu vois, c'est pareil, c'est comme ce que je disais en école de commerce ou en école d'ingénieur, il y a très peu de personnes racisées qui arrivent là, tu vois, genre... Et donc du coup, forcément, il y a moins de rôle modèle, il y a moins de codes, enfin en tout cas, voilà quoi. Du coup, j'ai une question. Quand tu te retrouves à des situations comme ça, pas forcément celui du photographe, hein, mais peut-être celui d'une personne avec qui tu as peut-être une discussion et qui te prend un peu de haut. C'est quoi la réaction que tu as dans ce genre de situation ? Est-ce que tu mets un terme de partenariat ? Est-ce que tu passes à autre chose ou est-ce que tu forces quand même ? En fait, j'ai jamais eu cette situation-là en toute honnêteté avec des partenaires. Des partenaires, ok. En business, j'ai beaucoup échangé avec des femmes de manière générale et ça s'est toujours assez bien passé. Mais par contre, c'était vraiment, sincèrement, c'est souvent des personnes qui viennent pour donner des conseils. Okay. Les gens, on est d'accord, quand ça arrive. Pas pour créer un business, c'est pour donner des conseils. Okay. Mais quand ça arrive, tu fais quoi ? Tu écoutes, on est d'accord. Mais moi, je pense que j'essaie de réfléchir à mes réactions, mais juste. Non, tu laisses couler quoi. Ouais. Moi, personnellement, quand je me retrouve face à une personne
qui essaie de garder ce regard un peu... il faut faire la différence aussi. Hein. Il y a des critiques qui sont vraiment pertinentes, qu'il faut écouter. Tu vois, c'est normal. Il ne faut pas se dire non, je connais tout. Dans tous les cas, tu connais rien si tu es entrepreneur. Tu vois. Forcément, des personnes qui ont plus d'expérience que toi, il faut les écouter. Il faut analyser. Si c'est pertinent, tu fais gaffe. Tu vois. Mais moi, à chaque fois que je me suis retrouvé dans une situation où des personnes, je vois un peu ce truc-là de je te prends de haut, tu sais pas ce que tu fais, ou non, je passe à autre chose. Je sais que cette personne-là ne va pas me servir. Et si c'est une personne qui va juste... me faire remarquer ce que je peux pas faire, vas-y, j'ai pas d'intérêt à continuer à discuter avec toi et je passe à autre chose ou à d'autres personnes, quoi, tu vois. Ouais. De toute façon, moi j'ai juste une règle simple. Peut-être que je me trompe en pensant comme ça, mais moi je pars du principe, une personne qui veut me donner un conseil, je vais l'écouter si elle est arrivée à un endroit où je veux aller. Ok. Si elle l'a pas atteint, si c'est une personne random ou si c'est une personne qui n'a rien à voir avec ce que je fais, je vais prendre son conseil, mais ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par une autre oreille. Et je vais faire comme si, je vais faire la discussion, hein, je vais pas être fermé non plus, mais je vais pas prendre en compte son conseil pour l'appliquer. Moi, j'applique uniquement les conseils de personnes, en tout cas quand je demande ou qui fait un feedback, qui a un parcours, qui a un endroit ou qui a une position qui m'intéresse finalement, qui est devant moi, tu vois. Et après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je suis pas comme ça. Par rapport au feedback qu'on peut vous faire, parce que quand on est entrepreneur, on a énormément de gens qui critiques, mais aussi des bonnes critiques, tu vois. Comment vous vivez Moi, je suis pour la critique constructive. C'est-à-dire que pour moi, si je sens tout ce que tu me dis, c'est bien amené et ça me fait grandir, même si je suis pas d'accord, je vais l'écouter parce que je vais me dire, ok, si la personne elle m'a dit ça, que potentiellement elle a vu un truc que j'ai pas vu et que machin, etc. Même si je vais pas mettre en application, on va dire le conseil en direct, je vais quand même réfléchir à ce qu'elle me dit et ça se trouve, je vais pas mettre en application son truc, mais peut-être que ça va me donner des idées sur un autre truc. Donc, de manière générale, si la critique, entre guillemets, critique, et là, pas critique dans le sens péjoratif du terme critique, mais vraiment, si l'avis est donné et dans une envie de faire grandir, ou voilà, en tout cas, bonne volonté, je vais écouter, mais quoi qu'il arrive, et c'est pareil pour tout, c'est moi qui décide et c'est ma décision finale, tu vois. Si j'ai envie d'écouter, mettre en application, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Même la personne qui donne l'avis, tu sais, des fois, elle te dit ça, puis après, elle fait sa vie, tu vois, genre. Donc, tu vois, genre, elle lâche son truc, après, tu sais, elle fait sa vie, toi, t'es là, mais pourquoi j'ai pas écouté, machin, je sais pas quoi et tout. Alors que la personne, tu sais, elle s'en fout, quoi. Donc, moi, j'applique le même niveau de, on va dire, ce truc-là, genre, je me prends pas plus la tête, je me prends pas moins la tête. Si elle me fait une remarque, je fais réfléchir, ok, pourquoi machin et tout, qu'est-ce que ça m'aide, ça m'aide pas, ça m'aide pas de côté, si ça m'aide, je prends et je fais quelque chose, quoi. C'est tout. Moi, je suis plus toi t'es radical un peu, tu vois. J'écoute, ça change. T'es radical. Non, moi j'écoute vraiment tout le monde parce que parfois moi j'ai eu des potes qui sont même pas entrepreneurs, qui sont même pas forcément dans le domaine dans lequel on est, tu vois, et qui me disent des trucs comme ça, un peu comme tu viens de dire, sur un coup de tête, tu vois. Et j'écoute quand même. Et parfois, sur l'échange, je me dis, vas-y, c'est pas pertinent, tu vois. Et moi, je suis déjà vraiment à réfléchir à tourner, tu vois. Et finalement, quand je tourne un peu le truc, ça me donne d'autres idées. Et comme toi, ça peut déboucher sur d'autres stratégies ou d'autres trucs, tu vois. Donc moi, quand même, je pense que j'écoute tout le monde. Et après, j'analyse, tu vois. Si ton truc n'est pas pertinent, que ça m'apporte rien du tout, je ne le garde pas. Et si c'est une critique que je trouve fictive, je la garde pas, tu vois. Mais si c'est pertinent que j'arrive à la faire découler sur autre chose, vas-y, je garde. Parce que moi je disais ça, mais après, là tu l'as pris en gros dans le sens où une personne te donne une critique. Mais imaginons que 10 personnes te donnent 10 critiques. Tu vois, si tu écoutes tout le monde, tu vois directement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en pratique, c'est jamais comme ça en pratique. Mais là, c'est 10 personnes qui te donnent une critique. Mais imagine, vous êtes un groupe de 3 potes, 4 potes, tu balances quelque chose et chacun donne son avis. Qui t'écoute. Justement, c'est pour ça que je dis en pratique, c'est pas toujours comme ça. En pratique, chacun parle et t'écoutes, tu vois. Mais si chacun parle, j'écoute chacun lorsque chacun parle. Mais si tout le monde parle en même temps, c'est sûr que j'écoute personne. Mais non, mais voilà, même si chacun parle, chacun son tour, ça fait quand même 10 avis divergents. Tu vois. Et moi, je trouve que c'est quand même difficile de. Mais t'écoutes et t'analyses, hein. Ouais. Parfois l'analyse elle peut être rapide, peut-être que l'analyse sur le champ te dit toi c'est super dur, je vais même pas le garder, tu vois, mais il y en a d'autres que tu gardes et que tu poursuis après. Non, c'est cool. Oui, après il faut aussi faut demander des avis, quoi. Oui, et je pense que
Enfin, sincèrement, genre, je pense une des erreurs de l'entrepreneuriat au début, peut-être, c'est demander beaucoup d'avis. Ouais. Je pense que des fois, il faut juste, t'en prends quelques-uns, et après tu fais ton truc, et après, ciao. Mais demander trop d'avis à trop de gens, des fois, ils s'y connaissent pas. C'est comme faire une étude de marché dans ta famille, quoi. C'est pas les gens qui vont consommer ton produit, tu vois, donc ça sert à rien. Et en plus, même une personne qui est passée par le même processus que toi, la probabilité que tu vives exactement le même truc que cette personne-là, elle est inexistante. Elle est même inexistante, tu vois. Donc, c'est vrai, tu prends des conseils, mais après, ton chemin sera différent, tu vois. Donc, c'est plus à toi de t'adapter. Mais totalement. Selon ton même chemin, avec le même produit, la même cible, tu vis des trucs totalement différents. Je suis totalement d'accord. Et parfois, on se rend pas compte, parfois un entrepreneur réussit parce qu'à un moment donné, il a rencontré une personne en particulier qui a tout changé pour elle. Et peut-être que toi, sur ton chemin, tu n'as jamais rencontré cette personne-là. Donc, c'est à toi de trouver ton chemin, de trouver tes stratégies. Donc, il faut les prendre, mais pas non plus à l'aide, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je suis pas trop. Peut-être que ça marche pour certains. Mais il y a un discours qui dit, quand tu as un mentor, tu l'écoutes vraiment à la lettre, tu vois. Il te dit un truc et tu le fais à la lettre. Ouais, bien sûr. Il y en a qui disent que quand tu as un mentor, il te dit un truc, tu fais mieux en fait de faire ce qu'il te dit de faire. Et après, si ça se trouve, tu pourras tester au truc, tu vois. Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas ça, tu vois. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est t'écoutes des personnes pour te forger un avis qui va te permettre de construire ton truc. Moi, je préfère rater avec mes réflexions à moi, avec mes stratégies à moi, plutôt que de... plutôt que de réussir avec les stratégies de quelqu'un d'autre. Justement, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est plus facile d'échouer, d'accepter d'échouer avec ses propres stratégies. Mais je vois ce que tu veux dire. Stratégies d'une autre personne, tu vois. C'est plus ça que je veux dire. Parce que réussir, t'as envie de réussir à tous les prix, tu vois. Non, c'est plus ce que j'allais dire. En vrai, je taquine, mais je vais totalement. Non, donc c'est ce que j'allais dire. Mais bon. Il y a une difficulté forcément, parce que là, tu as parlé de comment est-ce que vous en êtes sortis à chaque fois. Et moi, la question, c'est la question forcément que tout le monde se pose. Et même si je crois aujourd'hui que le financement ne fait pas tout, j'ai envie quand même de demander comment ça se passe pour le financement, parce que prendre des locaux, payer des alternants, financer la croissance. En fait, comment ? Eh ben, c'est très compliqué. En toute honnêteté, c'est très dur. Nous, on a toujours tout fait en autofinancement. On l'est toujours parce que, in fine, dans l'émission, on avait levé 100 000 euros avec 3 investisseurs. Donc, il y avait Éric Larchevêque, Jean-Pierre Nadir et Delphine André. Mais à la suite de l'émission, on n'a pas signé finalement la levée du fait de tout un tas de trucs, etc. Et donc du coup, on est toujours en autofinancement aujourd'hui et c'est pas facile, mais en tout cas pour nous, ça l'a fait. Pour d'autres, je sais pas si ça le fera ou ça pourrait le faire. Mais c'est pas évident et je pense que parfois, nous là, typiquement, on est en train de chercher des fonds aujourd'hui parce qu'on veut vraiment accélérer et vraiment tu vois genre vraiment passer à l'échelle à l'étape suivante et à l'échelle d'après, mais en tout cas sur les 3 premières années c'était autofinancement. Ok. Moi j'ai juste une question. Aujourd'hui finalement Rissa, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, parce que c'est vrai que tu l'as peut-être expliqué vaguement, mais j'ai du mal à savoir si c'est vous qui fabriquez du coup. Enfin, comment vous faites? Enfin, c'est quoi votre... alors, Rissap, donc, c'est une marque d'upcycling. Notre mission, on va dire, c'est démocratiser la pratique de l'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? C'est une pratique de recyclage. C'est le fait de transformer de la matière qui existe déjà en une matière à plus forte valeur ajoutée. Et nous, c'est ce qu'on fait avec le vêtement. On achète des vêtements de seconde main qu'on transforme dans notre atelier selon notre direction artistique. Quand je dis on transforme, donc on a une équipe de couturiers. Et là, cette équipe tend vraiment à être un peu plus réduite parce qu'on travaille avec des ateliers partenaires. Donc on a des ateliers de réinsertion en couture et on a d'autres ateliers plus professionnels. Et en fonction de nos modèles, on crée ces vêtements-là à partir de ce qui existe déjà et on les remet à la vente. On vend sur notre site et aux Galeries Lafayette. Voilà. Ça, c'est la partie marque et c'est la partie vêtements. Ensuite, à côté, nous, toujours pour alimenter vraiment la mission et vraiment faire en sorte d'être le plus à fond dedans, on a lancé une partie qui est une partie prestation de service. Et l'idée, c'est pour aller plus loin dans la démocratisation de l'upcycling, c'est de faire du DIY.
Et donc le Ok. DIY, c'est soit tu le fais chez toi Ouais. et on a créé la box upcycling DIY, donc dedans on te met tous les éléments qui te permettent chez toi avec ta machine de Ouais. créer ton accessoire à partir de matières qui existent déjà. Soit tu viens chez nous à l'atelier et avec un de nos animateurs, tu peux créer ta propre pièce upcycling. Ok. Voilà. Et ça, c'est une offre qu'on propose aussi en entreprise. Où là, par exemple, en animation, donc on fait de l'animation d'équipe, où on va, par exemple, pour un team building, faire des ateliers upcycling. On fait aussi de l'animation commerciale, où là, on va chez les... Donc, on anime pour les clients de nos clients. Typiquement, ce qu'on a fait avec Lacoste ou Levi's, où on va dans leur boutique Ouais. et puis on fait des ateliers, tout le monde part avec sa pièce pour les clients. Et on fait aussi de la formation au mindset de l'upcycling, au mindset de la revalorisation, etc. Où là, on vient travailler avec des équipes de nos clients pour voilà, comment incorporer de l'upcycling, comment faire en sorte qu'il y ait voilà, plus d'upcycling ou des collections upcyclées, etc. Ok, d'accord. Ok. C'est une large offre. Ouais. Bon, je connaissais les 2-3 volets. Je connaissais le volet forcément création, vente sur le site. Ouais. Je connaissais aussi Galerie, la Ouais. vente avec les Galeries Lafayette. Je connaissais aussi les partenariats avec Lacoste, Ouais. mais je connaissais pas forcément les autres volets. Ouais, c'est cool. Et du coup, moi par exemple, je vais acheter un vêtement, Resap. Enfin, par exemple, j'ai vu un vêtement qui va plus sur la page Instagram, par exemple. Ouais. Est-ce que je suis sûr de la trouver à ma taille ou c'est que des pièces uniques? T'es sûr d'avoir une taille, qu'il y a chez nous, mais par contre, c'est des pièces uniques dans, on va dire, l'unicité de leur matière et de leur couleur, Ouais, de leur c'est coloris, mais le modèle est Ok. uniforme. Ok. C'est genre, par exemple, si je prends le modèle par exemple du pantalon bicolore, tu vas avoir ce modèle-là, donc tu vas avoir un bicolore, donc tu vas avoir deux couleurs sur le jean, mais les deux couleurs de ce pantalon-là sont différentes de celui Ouais, j'imagine, ouais. du prochain de la même taille que toi. En Ok. gros, si par exemple tu fais un 40 et tu fais aussi un 40, vous achetez le même modèle, les couleurs seront légèrement différentes. Parce que la matière Ok. d'origine est différente. Donc on a une uniformité sur le modèle et une unicité sur la matière et le coloris. Ça, c'est aussi un truc en plus, hein, parce que si tu achètes ton truc, t'es sûr que c'est différent de. Ouais, forcément tous c'est les sûr autres, d'être tu unique. vois. Ouais. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Ouais. Moi, j'avais aussi une question, bah, du coup, là, on y est, par rapport au mode de consommation actuel, que ce soit notre génération, l'ancienne génération, si tu as un avis dessus, et aussi les futures générations, ce qu'on voit aussi beaucoup dans les médias. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, finalement, de ce qui se passe dans la mode, des modes de consommation, qu'est-ce qu'on véhicule, etc. Enfin, c'est un avis... Bon, j'ai un avis assez tranché sur nos modes de consommation actuellement. Par contre, je suis totalement contre pour pointer du doigt en fait les gens de manière générale. On a, en tout cas dans l'univers de la mode responsable, on a facilement tendance à dire ah bouh, t'achètes de la fast fashion, tu fais ci, tu fais ça, etc. Ce qui est bon voilà, c'est pas ouf bien, c'est pas fou pour la planète, c'est pas fou pour les gens qui les font, etc. On le sait, mais à côté, j'ai l'impression qu'on ne propose pas des solutions véritablement adaptées à tous. Quand je dis véritablement adaptées à tous, c'est que moi-même j'ai conscience que nous, nos produits sont assez chers, et que c'est pas tout le monde, sachant qu'on est dans une société en crise, c'est l'inflation, les gens, tu sais, je veux dire, les gens galèrent à terminer la fin du mois pour manger, ils font un repas par jour, et je viens les voir et je leur dis, mais t'es sérieux, t'as acheté un t-shirt chez Shein ou je sais pas quoi et tout. Moi, c'est pas ça mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est plutôt, regardez comment font ces gens-là, c'est pas fou, mais venez, on travaille ensemble à trouver des solutions. Peut-être que la solution, c'est peut-être que t'as pas besoin de 10 nouveaux t-shirts, tu vois. Même s'ils coûtent 1 euro, t'en as peut-être pas besoin de 10, peut-être t'en as besoin de 1, et peut-être qu'il va te coûter un peu cher à ce moment-là, mais tu vas le garder très longtemps. Tu vois, ou peut-être, en fait, t'as pas les moyens d'acheter un nouveau t-shirt, en fait, peut-être en seconde main, ou peut-être, fais toi-même ton t-shirt, en fait. Genre, tu mets à disposition des machines, regarde, il y a un patron, tu prends une après-midi, et tu fais ton truc, mais peut-être t'as pas le temps. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de construire ensemble des solutions et changer les modes de consommation pour qu'il y ait une solution pour tout le monde en fait. Et en fait, pointer du doigt des gens, ça n'a jamais servi. Après, derrière, il y a aussi une autre stratégie qui serait de pointer du doigt les entreprises. Et ça, c'est autre chose parce qu'en fait, les entreprises, pour la plupart, ont les capacités de faire correctement les choses. Ouais. Et en fait, il faudrait, encore une fois, pas pointer du doigt comme ça, mais genre vraiment leur dire, écoutez,
voilà ce qui se passe, vous le savez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut s'améliorer, etc. Et je pense qu'avoir une démarche où on est plus, ok, on se met autour d'une table, on discute, c'est quoi la solution, qu'est-ce qu'on peut faire, ça permet de faire avancer beaucoup plus rapidement, j'espère, en tout cas, d'une manière beaucoup plus sereine, le sujet dans le bon sens. Ouais. Ok. Ouais, je suis d'accord. Ce discours un peu, l'injonction, on te dit ouais, tu dois faire ci, t'es mauvais si tu fais plutôt comme ça marche pas parce que en fait tu crispes juste les personnes et t'entends vas-y, je m'en fous de toi, je fais ce que j'ai envie de faire et je passe à autre chose. Alors que quand tu es dans la démarche d'éducation, non, c'est pas bien parce que si, est-ce que tu penses pas que tu devrais faire comme ceci plutôt, ça marche un peu plus, tu vois, je te dis, je prends comme tu l'as dit tout à l'heure, au lieu d'acheter 10 t-shirts à, je sais pas moi, 10 euros peut-être, tu me dis, vas-y, plutôt acheter deux t-shirts à 50 euros et tu les gardes beaucoup plus longtemps. C'est une réflexion un peu plus mûrie et la personne elle comprend un peu plus tu vois, elle conscientise un peu plus et c'est sûr que ça marche un peu plus que juste. Et surtout, tu vois, je pense que toutes les réflexions comme ça, elles partent parce qu'à un moment donné, tu as une information que tu ne savais pas. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qui se passe et il y a plein de gens qui savent ce qui se passe mais qui n'ont pas de solution. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on voit bien qu'on tourne en rond. L'idée, c'est, ok les gars, on fait quoi concrètement, tu vois, concrètement pour aller tous ensemble dans le bon sens. Et en fait, faire culpabiliser les gens, ça sert à rien. Et vraiment, je mets à la place de quelqu'un qui achète en fast fashion. Et parce que moi, j'ai énormément acheté en fast fashion avant aussi, parce que, 1, j'avais pas de thunes, 2, c'est hyper accessible, et 3, tu peux changer de style, avoir un truc, tu vois, genre, tu sais, être comme tout le monde, machin, stylé, machin et tout. C'est la solution de facilité. Surtout avec les réseaux, tu peux changer tout le temps de style. Ouais. C'est ça, du coup, tu vois, genre, je lui dis, mais en fait, à cette personne-là, je lui dis, non, arrête tout ça tout de suite, machin, et tout, c'est pas bien, nanana. Elle va même pas m'écouter. Alors que si je lui dis, regarde, en fait, tu sais, quand t'achètes ton t-shirt, et en plus, je veux dire, je pense qu'on a tous quand même une forme d'humanité. Si tu vois que, en fait, mon t-shirt, il est fait par un enfant de l'autre côté de la planète ou quoi, tu vois, genre, tu te dis, ah non, il y a un problème, je peux pas participer à ça. Même si tu essaies de t'en détacher, tu sais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, on est tous humains et on se dit, ça peut être ma sœur, ça peut être mon frère, tu vois, genre. Et surtout que le fait d'en parler, c'est quoi ? C'est qu'au moment où la personne a la possibilité de faire un autre choix, au moins elle pourra le faire, tu vois, parce que c'est pas non plus une injonction, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde a son travail à faire, le public, le privé, le consommateur. Ouais. Tout le monde doit bosser, on doit tous bosser ensemble et aller dans le bon chemin. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que toi, tu aurais des pistes ou des choses que tu penses qui devraient être mises en place par le public, notamment à travers, ça peut être les médias, ça peut être peut-être plus de sensibilisation dès le début de l'éducation. Ouais. Est-ce que tu as déjà... Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour moi, tout passe par l'éducation. Je pense que on sous-estime la force de l'éducation. Je pense que de toute façon, les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Si on leur inculque déjà une valeur, des valeurs éthiques, déjà autour de l'écologie, préserver la planète, faire en sorte qu'ils se rapprochent de la nature, tous ces trucs-là, demain forcément on construit des adultes qui auront envie de protéger la planète, qui auront envie de bien traiter les autres, etc. Donc déjà là-dessus, pour moi, il y a un gros volet éducationnel et sur tous les sujets, pas que sur l'écologie, pas que sur le vêtement, mais sur tous les sujets, pour vraiment construire demain des adultes responsables. Voilà, responsables. Et chez RISAP aussi, parce que vous le faites déjà, par essaie, vos valeurs, mais est-ce que aussi il y a d'autres actions qui pourront, que vous avez prévu de faire et qui auront une plus grande portée, beaucoup plus d'impact ? Est-ce que vous avez prévu justement dans vos stratégies ou même toi, à titre personnel, comment tu penses que vous pourriez aussi accroître en fait pousser encore plus le volet éducationnel. Là, nous, ça on le montre pas trop, mais on fait des interventions dans des écoles et on intervient dans... Là récemment, c'était au début du mois, on a fait une intervention pour 80 étudiants pour une asso qui est géniale, que j'ai découvert parce qu'ils nous ont contactés, qui s'appelle... non, j'ai pas découvert l'asso, j'ai découvert le programme de cette asso, parce que l'asso, c'est l'article 1 que je connaissais. Et ils ont un programme qui s'appelle Envol. Ouais. Et dans ce programme-là, il y a plein d'étudiants de métropole et des DOM qui viennent, qui sont animés sur tout un tas de sujets. Et pour le coup, on a travaillé avec eux pour faire une animation autour de la mode durable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant une après-midi,
on a construit 4 stands différents. Ouais. Et l'idée de la journée, c'était de leur montrer ce qui se passe dans l'industrie de la mode, peut-être s'ils découvrent ou quoi, et 2, leur proposer des solutions et voir ce qu'ils peuvent eux faire à leur échelle. Et donc du coup, il y avait un stand où c'était plus, on va dire, un stand autour de l'entrepreneuriat, de l'impact, pourquoi il faut entreprendre dans le bon sens pour ceux qui veulent entreprendre. Ensuite, il y avait un stand plus autour d'un quiz. Est-ce que vous saviez par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait un désert, il y avait une décharge à ciel ouvert dans un désert au Chili qui est visible depuis l'espace? Non, mais comment ça se fait, etc. Mais pourquoi, etc. Un quiz comme ça, puis on leur donne des infos, puis ils disent en fait c'est peut-être pas normal toute cette histoire, etc. Ensuite derrière il y avait un stand où ils faisaient de la couture. En fait, chez toi, tu as peut-être des vêtements. En fait, tu peux, toi, refaire ton t-shirt, ton machin et tout. Et le dernier stand, c'était si tu dois créer une marque pour toi qui a du sens, qu'est-ce que tu ferais? Et ils avaient un petit challenge comme ça. Et en fait, sur toute l'après-midi, du coup, ils balayaient tous les sujets autour de la mode responsable. Et à la fin de la journée, je leur ai demandé, en fait, est-ce que tu as appris un truc? Parce que moi, je me disais, en fait... potentiellement, ça se trouve, ils n'ont rien appris, c'était déjà sensibilisé. Ils ont dit non, on a appris plein de trucs. Nous, typiquement, on ne savait pas que ça pollue autant. Certains savaient, mais d'autres ne savaient pas que ça pollue autant la production de vêtements. Ils ne savaient pas qu'il existait l'upcycling, ils ne savaient pas que tout un tas de trucs. Ils étaient sensibilisés à plein de choses déjà, mais il y avait plein de trucs qu'ils ne savaient pas. Et ça met une graine en fait. Ça met juste une petite graine. Ça, et demain, quelqu'un va leur en reparler. Ah, mais c'est vrai que j'avais déjà vu ce truc-là. Mais en fait, viens, on va en fripe. Mais en fait, moi, j'ai arrêté d'acheter là, etc. Moi, c'est juste semer des graines et après faire en sorte que tout le monde arrose ce truc-là. There is no tomorrow.